Nouvelle édition de Un apéro avec Motomac, votre petite friandise du vendredi soir. On est à nouveau chez Mototeam à Luc-sur-Mer avec l'excellentissime Merci. Christophe. Bonjour à tous. Et puis comment qualifier une Peugeot 125 TLX? Eh bien, la Joconde de la La moto, Joconde. peut-être. C'est ça. Non, en fait, en voir une, c'est déjà rare. En voir deux, comme ici, c'est encore plus rare. Et puis celle-là, qui est devant toi, tu l'as restaurée dans un état plus que neuf. Ah, elle est pas mal. Et c'est assez étonnant. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, Peugeot soit mis sur le segment de la 125 Trail. On rappellera qu'au début des années 80, Yamaha a fait un jackpot absolu avec la 125 DTMX. Ils ont vendu plus de 100 000 en France. C'est des motos qui, certaines années, se vendent à plus de 10 000 unités. Un carton. Un carton ouais. absolu. La moto est pas chère, elle passe partout. L'image de la moto verte à l'époque, c'est cool. Donc on va se balader dans les champs. Complètement ça. Yamaha a vraiment défriché un marché avec leur TY. Absolument. Avec la DTMX. La XT500 avait peut-être défriché avant le phénomène du trail, mais c'était vraiment la moto populaire et globalement, tout le monde avait une 125 DTMX. Du coup, le marché est super concurrentiel. Les Japonais y vont. Honda, fidèle à lui-même, met la XL 125 en 4 temps, mais qui marchait plutôt bien. On a des motos équivalentes à la DTMX chez Kawasaki avec la KE et chez Suzuki. Et puis Peugeot se dit, tiens, moi aussi, je prendrais bien ma part du gâteau. Peugeot qui a quand même un petit peu d'expérience sur la moto. La division Peugeot, 1899. Absolument. La marque, ils existaient même avant, faisaient des moulins à café, rien à voir. Peugeot, effectivement, a essayé de prendre sa part du lion. De prendre sa part du marché. Et donc, ils font. Alors, la TLX, c'est pas la première. Ils ont d'abord la gamme des TSE. Ensuite, TXE. On va voir TXE qui sort en 1980. Refais-nous un peu l'historique. Voilà, en fait, comme tu viens de l'expliquer, la DTMX, c'est un petit peu le rêve de chaque fabricant, de faire un tel carton. Donc tout le monde va essayer de se lancer un petit peu dans la brèche. Peugeot part d'un 80 cm3 qui existe dans les années 80, qui a été vendu pour l'armée. On va faire tout un phénomène de gamme autour. En 1980 sortent les TXE. Je dis les parce qu'en fait, on a le 80 et le 125. Les deux machines se ressemblent énormément. 80, c'est une question de législation. C'est très français. Les deux motos sont très proches. Avril 82, on sort les TLX avec finalement assez peu de différence. C'est simplement pour harmoniser la gamme. Il existe un petit cyclomoteur qui s'appelle le TLX. C'est un petit peu, je pense, pour booster ses ventes. Et c'est vrai que ce sont des machines qui avaient sur le papier tout pour réussir. Peugeot va faire appel à beaucoup de sous-traitants de qualité, beaucoup de sous-traitants italiens. Il y a des accords en fait avec des fabricants italiens au niveau mécanique, au niveau composant. Peugeot a vraiment mis le paquet. Peut-être il aurait fallu étudier un petit peu plus la machine parce que le résultat sur la route, il faut être franc, n'est pas au niveau des Japonais. Quand tu lis la presse de l'époque, la moto se fait complètement déglinguer sur les vibrations, sur le confort de selle, de suspension, l'éclairage. Ils ont quand même été assez méchants avec elle. On est dans une époque où les Japonais s'installent sur leur piédestal. Ils sont très très forts. On est sur une époque où le français est souvent un petit peu décrié. C'était Dutronc qui avait une chanson dont le titre était Merde in France. Mais c'est un petit peu ça à l'époque. On a tendance à casser un petit peu nos productions. La TLX, il faut être clair, elle était inférieure à ce que proposaient les japonaises. C'est pas non plus une mauvaise moto, ça braque bien, c'est maniable, le moteur est plutôt nerveux, elle est très bien équipée pour l'époque, mais comme souvent on a raté le coche en termes de chronologie. La machine sort, ça sort en fait mi-82, les japonais ont des boîtes 6, on peut démarrer au kick quand tu es en première, c'est-à-dire quand tu as calé, tu peux remettre un coup de kick, relancer ton moteur, on peut pas le faire là-dessus, tu as une boîte 5, on a encore deux amortisseurs tout à fait traditionnels comme une moto des années 70, les autres sont passés au mono-amortisseur, le monocross chez Yamaha. Quand tu achètes cette moto-là, dans la cour du lycée, devant tes copains, effectivement, tu as un petit peu une machine qui est déjà vieillotte. Alors que tu l'as payé cher. Ça vaut plus cher qu'un DTMX. Quand ça sort, en gros, ça devait être 6 800 francs un DTMX. Là, on est quasiment à 7 500. Et l'élément le plus compliqué pour la marque, c'est que tu es un jeune motard, ce qui est la clientèle principale pour ces machines-là. Tu vas voir ton concessionnaire, que ce soit pour une Yamaha, pour une Honda. Tu te trouves dans un environnement de motards avec des vrais motards, des grosses motos. Tu vas acheter une Peugeot, tu te retrouves chez quelqu'un qui vend des cannes à pêche, qui vend des cyclomoteurs, qui vend des vélos. Et c'est vrai que c'est quand même un peu moins motivant. Et t'as des vieux mecs relous avec des gitans de maïs. C'est complètement ça. Et rien que ça, je pense que c'est un frein énorme à la distribution des produits. On aura d'autres machines, je pense au Benelli, au Guzzi, qui étaient distribués à l'époque par le réseau Motobécane. C'est quand même assez bizarre. Et donc je pense que là aussi, il y avait un problème au niveau de la distribution. En termes de chiffres, la TLX, a priori, d'après les sources, ils en auraient fait 700. C'est un bid absolu. Ah, c'est un bid complet, c'est vraiment le truc qui n'a pas plu. Et encore dans les 700, il y en a quasiment 300 qui ont été fourriés au PTT parce qu'ils n'arrivaient pas à les vendre. Ça ne plaît pas, ça ne marche pas, c'est raté. Voilà, c'est raté. Et pourtant, en fait, est-ce que c'est vraiment une Peugeot ou pas? Parce que finalement, il y a la moitié des pièces qui sont italiennes.
Oui, alors à l'époque, c'est vrai que ça choque quand un moteur vient de chez Intel, qu'une suspension, qu'une fourche vient d'ailleurs. Aujourd'hui, beaucoup moins. Ouais. Le moteur, effectivement, vient du groupe Piaggio, c'est un Gilera, en fait, la mécanique qui est dedans. Le cadre est fait par Peugeot. Tous les accessoires de la machine proviennent d'équipementiers haut de gamme. Tout l'avant, le train avant, les suspensions, c'est du Paoli, l'échappement, la Franconie, Dell'Orto au niveau carburateur, Tomaselli au niveau des Commodo. Des choses qui font un peu rêver les amateurs de sportifs, d'italiennes, de Ducat. Ce sont vraiment des marques qui font du haut de gamme. Et là-dessus, quand on a assemblé le tout, on est plus proche de la merguez que du racer. C'est vrai que ce n'est pas une machine qui fait rêver. À l'époque, ça ne faisait pas rêver. Aujourd'hui, tu sors une TLX, plein de gens te regardent en disant c'est quoi cette moto? C'est rare, on n'en voit jamais. C'est rarissime. Quelque part, ça attire plus peut-être. Surtout dans cet état. La moto est française, tout ce qui tombe en panne est italien en fait, non? Voilà, il y a une chose qui tombe en panne, qui est toujours en panne d'ailleurs. Quand tu achètes un TLX, tu es en panne. Je ne sais pas si on va à l'écran, mais c'est cette petite chose-là. Ça, c'est fait par une marque prestigieuse qui est Ducati. Ducati Electronica, une division de Ducati. Ducati faisait beaucoup de choses électriques et électroniques. Et ça, c'est le problème. On a un allumage électronique. C'est très moderne à l'époque, mais il n'aurait peut-être pas fallu le filer à Ducati pour le faire. Et on a énormément de pannes. C'est compliqué à réparer. C'est compliqué. Il faut le refaire. Déjà, tu n'as plus la pièce, donc il faut le reconditionner. Trouver des pièces de TLX, c'est quand même assez complexe. Tu vas trouver des motos pour pièces où le mec s'est désespéré de tenter de la faire rouler. En panne, donc forcément. C'est ça. Mais c'est souvent la même pièce, c'est celle-là qui est en panne. Donc il faut trouver des gens capables de rebobiner, des électroniciens. C'est pas quelque chose d'infaisable, mais il faut trouver la personne capable de refaire ça. C'est le vrai problème. Pour le reste, pas de souci majeur dès lors que ta moto est complète. C'est pas une moto très compliquée à bricoler. Donc. Oui, de toute façon, c'est un 125 de temps. Donc c'est c'est vraiment une machine super basique. C'est ça. Voilà la bête. Celui-là, couleur grise pour ceux qui seront observateurs par rapport aux machines qu'ils ont présentées, vient d'un phénomène de mode à l'époque, les petits custom. Le TXT. Exactement. Voilà. On a à peu près la même, mais c'est vraiment la même en fait, c'est l'habillage qui change, mais le moteur, le cadre, c'est la même chose. Le moteur est gris tout simplement, il y a beaucoup de chrome. Et ils ont fait un petit custom, à peu près le même bit commercial, 750 fabriqué, donc on n'est pas dans les... C'est pas terrible. C'est pas terrible. À noter que cette moto-là sera remplacée début 85 par une machine qui sera la dernière production Peugeot, une machine qui était vraiment chouette, qui est passée à côté de son public parce que le mal était fait. Voilà, la XLC, refroidissement liquide, frein à disque, très jolie, une bonne machine, 1620, 1650 exemplaires, un bid à nouveau, un peu moins que ça, mais pas terrible. Une machine je pense, qui a souffert de sa mère. Oui, de si sa mère. Et puis comme tu disais, moi, ça correspond à ma jeunesse parce que j'ai eu une 125 DTLC. Tu vois, j'avais des potes qui avaient des TMX. Et comme tu dis, tu allais chez ton concession Yamaha, tu avais des Vion 100, tu avais des trucs comme ça. C'était valorisant, bien sûr. Si tu voulais acheter une XLC à Sedan, tu allais chez l'Objoie, je crois qu'il était vendeur Peugeot. Et comme tu dis, ils vendaient des cannes à pêche. Tu avais des vieux papis avec des bérets et des gauloises maïs. C'est ça. Et tu n'avais pas envie d'aller là-dedans. En fait. Tu as parfaitement résumé. Tu avais envie d'aller à la Concesse chez Tourte à Charleville-Mézières, d'aller à la Concesse où il y avait ta moto entre une RDLC et une FJ. C'est complètement ça. Mais vois-tu, aujourd'hui, ces échecs commerciaux, ces nanars, comme on dit assez souvent, dans le monde de la collection, c'est le nôtre ici, chez Mototeam, c'est quelque chose qui est super génial. En fait, les gens rentrent, on a toujours un DTMX, on a toujours une XLR avant, une XLS, des choses comme ça, tu en trouves. Trouver ce genre de machine, c'est pas facile. Tu l'as restauré plus qu'un neuf. En gros, tu as dépensé plein de temps, plein d'argent, mais tu récupéreras jamais le 10e de l'investissement. J'adore dépenser plein de sous dans des motos qui valent que dalle. En gros, pour refaire une machine comme ça, en pièces, en peinture, il y a un peu de chrome, enfin tout beau, il y a quasiment 5 000 € de travaux en faisant tout moi-même. Tout toi-même. En faisant tout moi-même. Si tu ajoutes le prix d'achat de la machine, effectivement, tu récupéreras jamais ça. Ouais. En gros, une moto... celle-ci qui roule, qui est à refaire, qui a une belle patine, mais qui est quand même un petit peu fatiguée, tu vas être entre les 1 200 et 1 500 €. Beaucoup moins si elle ne roule pas, mais quand elle roule, c'est à peu près ça. Une très très belle, pour moi elle est très belle, elle est sublime, mais voilà, disons en très bel état, tu ne la vendras pas 3 000. Ouais. Voilà, ça va être en gros 2005, il faut trouver vraiment le fan. Mais qui est passionné? Quand on a eu que 700 de vendus à l'époque, si tu as que 1 sur 100 qui a envie de s'en repayer une, ça fait pas beaucoup d'acheteurs potentiels. Mais toi, tu t'en fous, tu veux la garder? Moi j'adore, moi je kiffe ce genre de machine, j'adore. Voilà. Bravo Christophe d'avoir restauré cette Peugeot 125 TLX. Elle fait beaucoup parler. Je sais, qui s'en souvient? Vous nous dites ça dans les commentaires. On est prudent en moto Peugeot. Il n'y en a pas beaucoup. Ou sur autre chose. Encore un bel apéro. Merci Christophe pour nous avoir montré cette merveille. C'est vraiment un plaisir. Et moi je kiffe. À l'époque je kiffais pas, mais aujourd'hui... tu as vu le temps lisse un peu les défauts et on les voit avec les yeux de l'amour. Le temps glorifie les nanars. C'est ça, c'est très bien dit. Absolument. Allez, on est prudent. Merci à l'équipe technique, Fred et Milan pour le montage et la réalisation. Merci à tous. Et puis on se retrouve à bientôt sur la chaîne YouTube de Motomag. Entre-temps, on soutient la presse. C'est important de soutenir la presse. Merci à vous. Et à très bientôt sur la chaîne YouTube de Motomag. Salut.